Changez le monde dans de bonnes ondes. Faites rimer bonheur et conscience pour plus de sens. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde. Le nôtre, mais en mieux. Tous les lundis du mois. Suivez le flow pour rester à flot. Changez le monde dans de bonnes ondes. Interview de personnalités inspirantes et parcours de vie. Aujourd'hui, vol en duo. Destination, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi-même est le vrai pouvoir. Lao Tzu. Lorsque nous parlons de maîtrise de soi, nous parlons surtout de maîtrise de nos émotions. Dans la vie, qu'on se le dise, la maîtrise de soi est un atout indéniable dans la gestion de notre quotidien et de notre vie sociale. La non-maîtrise de soi ou impulsivité peut quant à elle créer des tempêtes intérieures et extérieures qui amènent à des comportements inappropriés, démesurés, voire irrationnels, et donc par effet ricochet, irresponsables. Et qu'on se le dise, homme, femme, enfant, peu importe sa génération, elle nous touche tous. Par contre, elle peut se travailler avec des outils tels que le sport, entre autres. Créé il y a plus de 130 ans par Jingoro Kano, le judo est un art martial japonais basé sur une triple pédagogie, physique, mentale et morale. C'est la recherche constante du meilleur emploi de l'énergie physique et mentale. La culture extrême-orientale en est la première inspiration, et notamment le Bushido, code d'honneur des samouraïs, rassemblant un ensemble de principes moraux. Dans le judo, les valeurs y sont plus importantes que la pratique elle-même. Et celles qui vont nous intéresser principalement ici, ce sont le courage et le contrôle de soi. Le courage, c'est faire ce qui est juste. Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque la colère monte. Intéressant, n'est-ce pas ? Bon, c'est vrai que sur le papier, ça rend bien, mais qu'en est-il en pratique ? Justement, pour ce faire, j'ai invité à bord Christian Mbani. Christian est judoka. Il a décroché 3 médailles de bronze, 2 médailles d'argent et 1 médaille d'or au championnat du monde de judo catégorie vétéran. Et il en compte également plusieurs au championnat d'Europe. Bref, beau palmarès. Il est également prof de judo et coach sportif. Il va nous expliquer ici ce que le judo lui a apporté dans son équilibre de vie personnel et ce que le judo peut nous transmettre à tous en le pratiquant ou en s'inspirant de ses valeurs. Il va également nous donner ses clés pour apprendre à mieux se maîtriser et mieux vivre le fabuleux voyage de notre vie. Entrons dans la voie de la souplesse. Hajime. Salut Christian. Salut. Contente de te recevoir dans notre monde. Aujourd'hui, si je t'ai invité dans ce podcast, c'est pour parler de ton expérience en tant que judoka, mais aussi parler de maîtrise de soi. Alors d'abord, on va commencer par ta rencontre avec le judo. Tu avais quel âge ? Ça remonte à très loin. J'avais 8 ans. Ouais. C'est mon père qui m'a inscrit au judo. J'étais un petit peu turbulent, on va dire. Donc c'était un sport qui me permettait un peu de recadrer, de me recentrer. Donc Ouais. ça, l'aventure judo a démarré comme ça. D'accord. Et la connexion s'est faite tout de suite avec le judo. Tu as aimé tout de suite cette discipline ou tu l'as trouvée contraignante étant donné que tu étais un enfant qui apparemment était un peu turbulent ? Alors j'ai aimé le sport. Moi, le principal, c'était de pouvoir me dépenser. À l'époque, on jouait beaucoup au foot, à plein d'autres activités. Et c'était une nouvelle activité. Et à partir du moment où je pouvais me bouger et faire des nouvelles choses, j'ai adhéré tout de suite. Parce que tu pratiquais d'autres choses à part le judo ? Alors on jouait beaucoup à cette époque, les enfants jouaient beaucoup à l'extérieur de la maison, au foot, à plein de jeux qu'on inventait, etc. Donc Ouais. j'étais tout le temps dehors, tout le temps en mouvement. J'avais pas de sport en particulier, mais on jouait beaucoup. Et c'est le judo qui a été vraiment mon premier sport. D'accord. Et qui est resté finalement. Et qui est resté. Et donc la connexion, elle s'est faite tout de suite ? Oui, alors j'ai commencé à 8 ans, après j'ai déménagé, je suis arrivé sur Paris, dans la banlieue parisienne, dans un grand club. Je faisais aussi un peu de foot et un peu de tennis.
Le foot, à un moment donné, il y avait l'hiver, il faisait froid, donc voilà. Et puis le tennis, je jouais, ça me faisait plaisir, mais voilà. J'ai mieux accroché avec le judo, avec l'esprit qu'il y avait au judo. Les compétitions, ça me plaisait. Et c'était un très bon club, donc ils ont su me motiver pour continuer uniquement le judo. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apportait à l'époque dans ta vie ? Alors, et qu'est-ce que ça t'apporte éventuellement aussi aujourd'hui, hein ? Enfin encore. Voilà, alors j'ai commencé à 8 ans, mais ça a vraiment commencé à comprendre les choses. Je suis quand j'étais en 5e, c'est là où je suis arrivé dans ce club. Il y avait du partage parce on rencontre des gens, on partage des choses ensemble. Et puis on est tout de suite, c'est l'affrontement, les combats, l'apprentissage, la maîtrise de soi aussi, parce que tout ça c'est le judo. Donc il y avait un mélange, une ambiance qui faisait que c'était vraiment quelque chose qui me faisait accrocher. En fait. Partage, pourtant on pourrait reprocher. On pourrait dire que le judo est un sport quand même assez solo. Oui, c'est un sport individuel. C'est un sport individuel, mais on a besoin de l'autre pour progresser, pour avancer. Le partenaire est là même pour m'aider dans tout l'apprentissage. Si j'ai un partenaire qui n'est pas là pour moi, je ne progresserai pas. Donc il y a un échange tout de suite, on est deux pour avancer. Donc il y a cet échange-là qui se met en place. Puis après on change de partenaire et aussi que ce soit garçon, fille, ça c'est aussi ce que j'explique en tant que prof. Garçon, fille, petit, grand. Moi en tant que prof, quand il y a des petits qui arrivent dans un cours, tout de suite je dis aux grands, vous savez ce qui se passe, c'est à vous de gérer les petits, c'est à vous de leur apprendre, ils doivent être en confiance, ils doivent être capables de venir vous inviter pour faire un exercice sans avoir peur, ça veut dire qu'ils savent qu'ils vont être bien. Donc il y a cet échange-là, on peut pas progresser en judo en étant seul, donc c'est quelque chose qui est très important et beaucoup de valeur. D'accord, c'est marrant, on parle de partenaire et pas d'adversaire. C'est ça. Et d'invitation. Oui, c'est vrai. Invitation au combat avec un partenaire judoka. C'est ça, exact. Pourtant, j'ai fait des combats, on a fait des combats très durs, toujours avec la rigolade à la fin. On avait des camarades où on savait que ça allait être des combats très, 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 très durs, où on lâchait rien. Le premier qui faisait tomber l'autre, il criait pour que tout le monde le voie. Mais effectivement, c'était des partenaires de combat, c'était pas des adversaires. L'adversaire, on l'a en compétition. Mais même si c'est dur à l'entraînement, on a un partenaire qui est là pour nous aider et on est là pour l'aider, on est là pour lui compliquer la vie, il est là pour nous compliquer la vie, pour nous faire comprendre, pour nous faire progresser, pour voir nos failles et pour pouvoir évoluer là-dessus. C'est vraiment, c'est du partenariat. Et ça t'a toujours interpellé, même petit ? Alors petit, je voyais ça comme un jeu. Ouais. Comme un jeu. Et puis progressivement, un jeu où on apprend des choses. La compétition, ça m'a plu dès petit. J'ai commencé très jeune, poussin à Benjamin, de avoir 7, 8, 9 ans. Là, ça m'a plu tout de suite. J'ai toujours un souvenir d'une compète où j'ai pas pu y aller parce que le matin où on partait, la voiture de mon père, elle a pas démarré et c'était la fin du monde. Et pourtant, j'étais tout petit. Hein. C'était la fin du monde, j'ai pas fait la compétition. Ouais. Et oui, ça m'a plu tout de suite, cette ambiance, cette atmosphère. Voilà. Et à l'adolescence, du coup ? Parce que bon, il y a le judo enfant. À l'adolescence, on est un être émotionnel exacerbé, on va dire. Oui. Est-ce que ça t'a aidé durant ton adolescence, plus que dans ton enfance, ou c'était pareil, la continuité de ton apprentissage ? Alors moi, j'ai toujours pris le sport comme un jeu. D'accord. Même avec la compétition, j'ai toujours mon leitmotiv, on va dire, ça a été toujours pourquoi pas. Tu vas rencontrer un gars fort, lui il a gagné ceci, lui il a gagné cela, eh bien pourquoi pas. C'est le challenge, et puis on va voir ce qui va se passer. Donc ça a été un jeu, mais un jeu qui est difficile aussi, où il faut apprendre les choses, il faut progresser. Il y a le fait aussi que j'étais dans un très grand club avec beaucoup de champions, avec un passé, donc j'avais de l'adversaire tout de suite sur le tapis, sur le tatami comme on dit. J'avais des adversaires valeureux et j'allais les inviter pour... soit être à leur niveau, soit dépasser leur niveau. Il y avait ce challenge-là à aller chercher pour progresser, mais toujours avec cet esprit de jeu où, allez, on y va, pourquoi pas, on y va. Et puis, prendre du plaisir. Prendre du plaisir, même dans la difficulté, prendre du plaisir. D'accord, et c'est ce qui t'a conduit à faire de grands championnats, donc comme je disais dans l'intro, Europe, puis championnat du monde, où tu as gagné déjà plusieurs médailles. D'ailleurs, à ce propos, maintenant, voilà...
avec l'expérience que tu as, comment tu appréhendes une compétition quand il s'agit de championnat du monde? Il n'y a pas une pression? Enfin voilà, quand tu t'es entraîné pendant un long laps de temps et que tu vises une médaille, il peut y avoir une pression quand même enfin, c'est même pas peu. Je pense qu'il y a une pression qui est là. Comment tu arrives à appréhender justement ça? Alors, je me sers de toute mon expérience. Alors, on va dire, j'ai eu plusieurs parties dans ma vie normale et dans ma vie d'athlète. Ma première partie, on va dire, c'était au judo club de Maisons-Alfort où j'ai fait mes classes. Des championnats, des tournois, des championnats de France, des tournois par équipe, où là j'ai appris le judo, j'ai eu des médailles nationales et internationales. Et je pense qu'il m'a toujours aidé, je ne sais pas si ça m'a desservi, mais ce qui m'a toujours aidé, c'est que je ne me suis jamais mis la pression sur une compétition. Quel que soit le niveau, je savais où j'en étais par rapport à ce que je fournissais à l'entraînement, donc je me mentais pas quand j'arrivais à une compétition. Si je savais que j'étais fort, j'étais capable de me dire aujourd'hui t'es fort, ceux-là tu dois les battre. Après peut-être qu'on perd, on peut même perdre au premier tour, ça m'est arrivé. Mais je me dévaluais pas, donc je savais à quel niveau j'étais et donc on y va, pourquoi pas. Et ça m'a permis parfois, souvent, de battre des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi ou sur le papier, qui avaient un titre de champion de France. Mon anecdote que je raconte souvent aux jeunes, c'est que j'ai fait un très gros tournoi où en place de 3e, j'avais le champion d'Europe en titre en face de moi. Et même mon entraîneur m'a dit tu te fais plaisir. En gros, si tu vas perdre, fais-toi plaisir. Moi, je savais que je m'entraînais, je savais ce que j'avais fait avant, je savais où j'en étais, je l'avais vu combattre. Je le mettais très très haut, mais je savais ce que j'avais fait avant. Donc je me suis dit pourquoi pas, je peux le battre, j'ai vu ce qu'il a fait. Alors, je l'ai battu, j'aurais pu perdre, mais je me suis pas mis la pression, j'ai pas paniqué. Donc j'ai fait ce que je pouvais faire au niveau que j'avais. Et souvent, ce que j'apprends aux jeunes, c'est qu'on se met beaucoup de pression, on n'a pas confiance en soi, et parfois on va se rabaisser face à un adversaire et on n'est pas à son réel niveau. Je demande toujours à mes élèves d'être à leur réel niveau. Après, il se passe tout, on peut perdre, ça c'est pas grave. Mais vraiment d'être à son réel niveau pour savoir où on en est, ce qu'on peut faire, où on peut progresser ou pas. Et quand on sort du combat, on a appris quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et le petit stress, je ne veux pas mentir, le petit stress, la petite boule de stress. Mais c'est du stress positif. C'est du stress positif. Il y en a qui ont plein de choses. J'avais des copains qui avaient les bras tétanisés, il y en a qui allaient vomir. Moi, j'allais juste aux toilettes. On le dit, un petit pipi de stress, même si c'est 2 gouttes, c'est tout. Mais je me mets pas plus de pression que ça, et ça permet quand même d'appréhender les compétitions différemment, parce que c'est vrai que ça peut être. On a un adversaire, on ne sait pas comment il est, il peut être fort, il y a plein de choses qui font que... Donc au final, la maîtrise de soi dans ce cadre-là, c'est déjà prendre du plaisir, aller avec, on va dire, avec de la prise de hauteur, sans se mettre de pression si c'est possible, mais aussi et surtout, je pense, dans la connaissance de soi. Voilà, ça c'est primordial. Une première clé, finalement. Avoir conscience de soi, ne pas se mentir, savoir être honnête avec soi-même, dans ses qualités, ses défauts, dans ses... Voilà. Ça, c'est très important. Points forts et ses points faibles. À partir de là, si on ne se ment pas, on sait qu'on peut faire des choses. Quel que soit l'adversaire qu'on va avoir en face, on sait qu'on peut fournir quelque chose. Donc ça, c'est important de savoir où on en est, de se connaître. Et ça passe aussi par ce qu'on a fait avant, par ce qu'on a fait à l'entraînement, par ce qu'on a appris. Et c'est ce qui nous permet après d'être efficace le jour J. Ouais, et cette maîtrise de soi et cette connaissance de soi permet... finalement d'éviter le contrôle. Parce qu'il y a une limite. Quelle différence, justement, ça pourrait amener à cette question, quelle différence tu fais entre maîtrise de soi et contrôle? Parce qu'il y a le contrôle, il y en a qui vont dire maîtrise de soi, contrôle de soi. Mais pour moi, le contrôle a une dimension très mentale, très... où on peut, par exemple dans le sport, au lieu de performer, s'abîmer avec du surentraînement, parce qu'on est dans le contrôle de je veux, sans être à l'écoute de soi. Donc on revient à cette dimension de connaissance de soi. Mais est-ce qu'il y a pour toi une différence justement entre contrôle de soi, maîtrise de soi? Peut-être, elle va être légère. La maîtrise de soi, c'est tout ce qu'on a appris avant qui va nous permettre d'arriver le jour J avec... des compétences, avec une expérience
qu'on va pouvoir mettre en œuvre au moment du combat. Après, il faut être capable, quand on monte sur le tapis, qu'on a salué, qu'on a dit hajime, qui veut dire commencer, c'est là où le contrôle il va être. Est-ce que tout ce que j'ai appris avant, tout ce que j'ai mis en place, j'ai assez de contrôle quand je suis face à l'adversaire pour pouvoir le mettre en place? Il y a ce petit passage qui peut parfois être compliqué à apprendre, qui est délicat, qui va se faire au fur et à mesure des confrontations, des compétitions, et on va apprendre à basculer et à gérer ça. Et ne pas paniquer et être en adéquation, savoir qu'on est capable de faire la chose. Et c'est ce petit palier-là qu'il faut atteindre. Et c'est pas toujours facile, on est pris dans un combat qui dure 4 minutes, 5 minutes, on oublie parfois ce qu'on a appris avant, et puis on est dépassé par les événements, et puis on oublie tout ce qu'on a appris, et le contrôle, on l'a plus en fait. Et on sort d'un combat, on se dit mince, je savais, j'ai mis ça en place, ça, je savais le faire, je sais, et je ne l'ai pas fait, mais c'est trop tard. La maîtrise de soi, c'est une histoire de concentration et de pratique, du coup, parce qu'elle n'est pas innée. Non. Elle s'acquiert, c'est une forme de discipline. Voilà, alors, on est doué, il y a des gens qui sont doués, mais même avec ça, il y a un travail derrière pour justement maîtriser tout ça, tout ce qu'on a pu avoir. Et ce qui permet de le mettre en œuvre. On peut parler de grands champions, c'est tous, ils travaillent. Moi, je veux parler de judo. J'ai connu David Douillet parce qu'on était dans le même club, c'était un gros travailleur. Teddy Riner, c'est un gros travailleur. Je peux sortir au tennis, les Federer et les Nadal, c'est des gens qui sont, on dit souvent ils sont doués, mais je pense qu'ils sont au-dessus des autres parce qu'ils ont conscience de ce qu'ils sont capables de faire, et c'est des gros bosseurs, des gros travailleurs. Mais je pense que il y a le côté travail, pratique, mais on peut avoir travaillé comme un damné et ne pas arriver à se maîtriser quand un stress arrive. Eh oui. Voilà. Ça serait quoi du coup tes clés, toi, que tu pourrais donner aux auditeurs pour justement mieux appréhender cette notion de maîtrise de soi? Parce que là, finalement, qu'est-ce qui vient bousculer cette maîtrise de soi? C'est les peurs, les doutes, le stress. Donc, quels conseils, toi, tu pourrais donner en t'inspirant peut-être de ta pratique du judo ou de ton expérience, ta vie, pour justement mieux se maîtriser au quotidien dans nos émotions? Parce que c'est ce que je disais dans l'intro aussi. La maîtrise de soi, c'est souvent d'abord une maîtrise de ses émotions. Ouais. Donc il y a une histoire aussi effectivement de mindset. Toi, tu as toujours un mindset contrôle, maîtrise de toi, tu débordes jamais avec justement... Tu arrives à toujours, parce que tu es papa de 3 filles, 3 enfants quand même, quand elles se disputent, tout ça, tu arrives toujours à rester calme, à rester dans la maîtrise de toi, dans la parole sage. On dit souvent que est-ce que tu débordes? On dit souvent que j'ai la force tranquille, c'est un petit peu ça que j'applique. C'est exactement ce que je dis dans l'intro, c'est marrant. Que j'applique dans ma vie de tous les jours. De ne pas me faire déborder par les événements et essayer de garder un self-control sans être dans la retenue, mais... Dans le contrôle pur. Voilà. Ouais. Mais ça fait du bien parce qu'on n'est pas débordé, parce qu'on n'est pas stressé, parce qu'on n'a pas peur de ce qui va arriver. On arrive à gérer les choses. Alors c'est quelque chose, oui, peut-être que le judo, la compétition, le sport m'a aidé à maîtriser ça. Mais on revient encore à ce que j'ai dit, on a parlé au début, c'est être capable de se connaître et d'accepter ça, d'accepter qu'on a un niveau. Encore une fois, c'est ce que je dis aux jeunes, acceptez votre niveau, qu'il soit haut ou bas. Aujourd'hui, je vaux ça, et le jour de la compétition, je vaux ça. Donc peut-être que cette compétition, parce que je vaux ça, je ne vais pas la gagner, c'est pas grave. Mais je vais faire cette compétition à ce niveau-là. Et je parlais sur les dernières compétitions, vu le Covid, parce que ça remonte. Et j'avais des jeunes qui combattaient, parce que je suis des jeunes, et qui stressaient avant un combat, ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Et je leur dis, quand on fait des stages, parce qu'on les encadre en stage, et j'aime bien combattre avec eux, ils aiment bien combattre avec moi. Je dis, quand vous combattez avec moi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous envie d'éclater Christian. C'est-à-dire, quand je suis avec vous, je prends 0 risque. Je suis plus concentré qu'avec un senior, parce que je sais que si vous avez une occasion de mettre un hippon au prof, vous me faites tous des combats de malade. Je suis survigilant avec vous, je ne rigole pas avec vous. Mais pourquoi vous ne le faites pas en compète? Quand vous me prenez, vous avez les yeux, vous êtes surconcentré, tout ce que vous faites, c'est bien, les mains, le placement. Même si je vous fais souffrir, vous revenez à la charge parce que vous voulez me faire tomber. Vous avez confiance en vous et vous ne lâchez rien. Mais ils te connaissent aussi, c'est peut-être ça, c'est un terrain inconnu finalement. Oui, mais il y a ce challenge. Je suis entre guillemets plus fort qu'eux, mais ils me rentrent dedans et je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur. Si je fais une erreur, ils me feront tomber.
Et en compétition, sur un adversaire qui peut être fort ou pas fort, ou un peu, eh ben on oublie tout ça. Et tout de suite, on oublie tout ce qu'on a appris, qu'on est capable de faire des choses. On est juste focalisé sur il est fort, il est champion de machin, il est en train de battre tout le monde. Donc vous arrivez, vous saluez, vous êtes déjà à moins de 50% de votre niveau. Donc celui qui est en face, il va vous battre sans problème. Faites la même chose qu'avec moi, allez-y, après il se passe ce qui se passe, donnez C'est tout. le focus en fait qui change. C'est-à-dire au lieu de focuser sur effectivement l'objectif premier qui est de vaincre donc le partenaire, Ouais, c'est ça. c'est se juger. Oui. Déjà en se disant ou je suis bien plus fort que lui, à ce moment-là aussi on peut rater la compétition en se surestimant ou se sous-évaluer en disant il est trop fort, etc. et s'auto-saboter finalement. Voilà. Parce que ça, c'est pas productif. Donc c'est vraiment être conscient, se connaître et être conscient aussi de nos mécanismes. C'est-à-dire s'observer quand même. Parce que du coup, si tu prends pas de recul par rapport à ton ressenti, c'est-à-dire avant une compète, c'est peut-être ça, c'est se poser et se dire, bon, comment je me sens finalement ? Est-ce que je suis stressée ? Pourquoi je suis stressée ? Qu'est-ce qui me fait peur ? C'est ça. Est-ce que tu faisais, je pense plus maintenant, mais est-ce que tu faisais cette démarche plus jeune, justement de te dire mais pourquoi j'ai peur finalement, ou tu t'es jamais vraiment posé la question puisque le but c'était de prendre du plaisir et direct c'était ancré en toi comme si on t'avait fait une piqûre dès l'entrée dans le judo en disant bah non, faut que tu sois honnête avec toi-même. On t'inculque ça en fait direct au judo, c'est sois honnête avec toi-même. Oui, et c'est une valeur super forte pour des jeunes sportifs. Voilà, c'est ce qu'il faut apprendre au fur et à mesure. J'ai pas peur de la compétition, pas peur de l'adversaire, mais je suis capable de dire, pardon, mais je suis capable de dire, waouh, celui-là il est très très fort et ça va être très très compliqué de le battre. Restez humble. Si je suis à 10%, si je fais le timide, si je fais à 20, 30, il va m'éclater, tout le monde sait, il est fort et basta, le combat est fini. Donc sur celui-là, ça va être très dur. Sur celui-là, ça va être encore plus dur. Donc quand je monte sur le tapis, je sais qu'il va falloir que je sois au-dessus de ce que je suis capable de faire. Mais il faut que j'ai conscience de ça au moment où je vais y aller. Ouais. Et il y a aussi des combats où on dit, bah, celui-là, c'est bon, je vais le battre. Mais, et ça aussi, grand respect. Même si on sait qu'on va le battre, qu'on l'a déjà battu 10 fois, eh ben, il pas y aller avec voilà, il y a toujours le respect de l'adversaire. Peut-être l'autre, s'il en a marre d'être battu, il va se préparer aussi. Donc il y a toujours ce respect, quel que soit l'adversaire que l'on va avoir. Et savoir placer son ego au bon endroit. Voilà. Ni trop dans j'ai le feu et je vais tout éclater. Et voilà, c'est déjà arrivé de croire que, et puis celui qui est en face, il avait envie aussi, il en avait marre, et puis c'est lui qui. Et puis on sort, ah oui. Donc au final, si je rassemble un peu tous les éléments, on parle de toi comme quelqu'un qui arrive à se gérer. Enfin, moi, je le disais aussi dans l'intro, je parle de toi, j'ai exactement utilisé le même terme de force tranquille. Donc, force tranquille, ça veut dire aussi ralentir, finalement. Pas se précipiter, se poser, déjà. Oui. Donc, dans la démarche, normalement, tu connais tes forces, tes faiblesses. Et du coup, tu visualises en conscience ce qui va, par rapport à la compétition, ce qui va advenir. Et du coup, tu vas chercher des outils en fonction de tes forces et tes faiblesses, je suppose aussi. Voilà. D'où l'intérêt aussi d'avoir un coach sportif ou d'avoir des personnes inspirantes autour de toi ou d'aller trouver des ressources pour peut-être vaincre la personne aussi. Ben, c'est ça. Alors, les ressources... Quelles sont les ressources d'ailleurs quand tu te dis « Oh là là, mais celui-là, il est trop fort ». C'est de t'entraîner plus, c'est de... C'est ça, en fonction de ce qui va se passer, en fonction de l'adversaire, ça va être effectivement de mettre en place un entraînement qui va être plus efficace, que ce soit cardiaque, que ce soit sur le judo. Et puis sur l'expérience, moi ces dernières années où je continue à faire la compétition en Masters, en vétéran, où j'ai le dernier titre là, de champion du monde, j'ai plus beaucoup d'entraînement. Quand je dis ça à mes copains, ils rigolent, mes ex-copains de judo. Je m'entraîne presque plus en judo parce que avec mes activités de coach, je travaille dans une salle. J'ai un club à Brantôme, mais il n'y a pas d'adultes, j'ai pas d'opposition en judo, donc j'ai plus cette possibilité de m'entraîner, d'avoir l'opposition 2-3 fois par semaine. Donc je vais vraiment en compétition. Là, j'ai effectivement toute l'expérience que j'ai depuis que je fais du judo, elle est importante parce que je vais vraiment en compétition avec l'envie, la motivation, et parce que j'ai plus de repères tactiles sur les mains, sur tout ça. Donc je reprends du rythme en fait sur la compétition. C'est mon entraînement, il reprend. Et ça te fait pas peur du coup, justement, plus t'es préparé, généralement, plus tu peux y aller confiant en disant bon, allez, je me suis bien préparé, ça peut apaiser quelque chose dans ton esprit.
Bon, après, ça fait des années que tu pratiques aussi. Je pense que c'est un peu engrammé dans tes gènes, quoi. Et c'est les fameux challenges que je me donne depuis toujours, que je fais la compétition. Là, je suis dans pourquoi pas. Ouais. Je suis entre guillemets en dessous des autres parce que j'ai moins d'entraînement, mais justement, il faut que je fasse avec, il faut que je me débrouille. Bon, je peux continuer à m'entraîner physiquement à la salle, me préparer et tout. Ça ne remplace pas un entraînement de judo, mais je sais que j'ai ça en moins et c'est ce challenge que j'ai dans la tête quand j'arrive en compétition. Je sais que j'ai ça en moins et c'est ce qui me permet parfois de me surpasser, de continuer à combattre. Et souvent, c'est l'auto-sabotage qui m'amène à l'échec, soyons clairs. C'est plus souvent ça qu'une cause extérieure. Après, ça, c'est super en termes d'outils pour la maîtrise de soi en ce qui concerne le stress. Je pense qu'il y a un petit truc sur lequel on peut revenir qui pourrait intéresser beaucoup de monde, c'est les enfants. Quels outils tu pourrais donner quels outils tu pourrais donner pour par exemple, appréhender une crise entre frères et sœurs à la maison et en gardant ton calme. Parce que je pense que ça nous est tous arrivé. Moi, je ne suis pas quelqu'un de colérique non plus, mais il y a des moments où tu es crevé, tu t'es speed. Je pense que je donne déjà toutes les réponses dans la question. Et du coup, ton enfant est fatigué. Et là, ça vient rajouter de l'huile sur le feu. Et là, tu n'as plus de patience, tu peux plus. Comment tu fais pour justement... arriver à gérer parfois des conflits entre sœurs, entre tes filles, entre frères et sœurs. Est-ce que justement tu t'en colles pas trop pour être disponible pour elles quand elles sont là? Quels seraient tes outils? Quels outils pourrais-tu conseiller aux auditeurs? Je vais arriver à... Alors, moi en tant qu'enseignant, en tant que prof de judo, je parle beaucoup. Moi aussi, mais ça suffit pas parce qu'il faut être entendu et écouté. Voilà. Je parle beaucoup pour apaiser les choses, j'explique beaucoup les choses. Je m'énerve pas d'un coup comme ça parce que je suis énervé. Ça fait du bien aussi parfois, on peut. Mais j'essaye beaucoup d'être dans le dialogue, de comprendre ce qui se passe tout de suite et de faire comprendre ce qui se passe à l'enfant, que ce soit au judo ou que ce soit à mes filles. Et il y a aussi une petite autorité. Il y a un jeu entre l'autorité, il faut montrer qu'on est là, qu'on maîtrise les choses, et le dialogue. Je crois que vraiment, c'est entre ces deux-là. Il ne faut pas monter d'un coup très fort, parce que ça ne sert à rien, ça n'emmène rien. Il faut être juste. Alors, punir, entre guillemets, c'est très difficile maintenant pour les parents. On a une génération où c'est très compliqué. Mais les enfants, ils comprennent. Quand je dis punir, c'est pas venir dans le coin avec des coups de fouet. Mais les enfants, ils comprennent qu'on est fâché, qu'on les punit, parce qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais s'il y a une explication derrière, moi, les meilleures relations que j'ai là avec les jeunes que j'ai eus au judo, et j'en rigole toujours et j'en parle, c'est une surtout, celle que j'ai renvoyée le plus au vestiaire, au judo, qui est maman et tout. Et j'ai des échanges avec eux. Elle, je l'ai envoyée 10 000 fois. Je lui dis, mais pourquoi tu viens quand elle faisait n'importe quoi, je lui ai expliqué les choses. Tu descends, tu vas au vestiaire, tu vas te calmer. Je l'ai puni plein de fois, mais il y a toujours une explication, ou à la fin du cours, on parle. Et il y a toujours un équilibre. Et c'est avec elle, peut-être, que j'ai le plus, qui me respecte le plus, avec qui on discute. Donc c'est difficile de trouver ce juste milieu-là, mais c'est ça, entre l'autorité et le dialogue. Et il n'y a jamais eu des fois où tu lèves le ton, où t'en peux plus? Si, mais l'autorité, parfois, parfois... Alors comment tu fais pour canaliser quand ça monte? Parfois, je monte... Genre, elles hurlent partout dans la maison où tes élèves écoutent rien, et là, t'es fatigué, t'as pas assez dormi la veille, t'as envie de dégoupiller, tu fais comment pour canaliser? Parfois, on peut monter le ton, ça fait du bien, mais quand ça vient au bon moment... Il faut rester dans la maîtrise. Voilà, ils savent pourquoi on a monté le ton, c'est tout de suite monter et tout de suite recadrer. C'est-à-dire que je ne me suis pas énervé, je n'ai pas crié plus fort qu'eux, et puis après, ça s'arrête. Je suis monté dans les tours parce qu'il fallait monter dans les tours, et après, tout de suite, explication, face à face, on repose, on refait redescendre aussi en face, qu'il faut refaire descendre. Moi, je redescends, mais il faut aussi qu'en face, ça redescende. Et comment tu fais pour faire redescendre, justement? Tu souffles? Inspire, expire. Voilà, il faut être proche, il faut parler lentement, il faut que tout de suite, il y ait une accroche. Quand on descend, il faut qu'on descende ensemble. Il faut rester finalement, comme dans une compétition, focus sur l'objectif, à se dire, ne pas se laisser embarquer par nos émotions et se dire tout de suite, c'est quoi en fait le but là? Tout ce que je veux, c'est que ça se calme, c'est que ça s'apaise, c'est d'être écouté. Donc c'est arriver à se recanaliser là-dessus pour ne pas partir avec nos émotions et ça, qui sont parties déjà au galop
pour certaines. Non, mais c'est ça. Enfin, la maîtrise de soi, c'est ça aussi. Mais c'est ça. Pas te laisser déborder. Enfin, quand tu es énervé, et des adultes aussi peuvent le vivre. Des gens, qui sont excédés. Il y a quelqu'un qui arrive, qui fait pas son travail, qui est agressif. Et là, moi, je sais, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Et là, il y a plus de patience. Il y a une chose importante aussi, parce que comme mes camarades, d'autres profs de judo, j'ai eu beaucoup de parents qui sont venus au judo avec leurs enfants pour les recadrer, pour les calmer, parce qu'ils sont excités, parce qu'à la maison on n'arrive pas à tenir, etc. Et il y a une chose qui est importante, c'est de prendre conscience de l'enfant qu'on a en face. Si lui il a un tempérament, et là je pense que j'ai eu Mathis, tout petit, qui est venu au judo. Tu nous entends. Je pense que je l'appelais 450 fois dans le cours. Mais si l'enfant qu'on a en face, c'est son tempérament, il est excité, ça, faut le prendre en compte. Je ne pourrais pas, du jour au lendemain, le transformer en quelqu'un de calme. Ce n'est pas le but. Ça va être lui apprendre à gérer ça, lui apprendre à gérer cette énergie débordante. Ça va être ça peut être en cours, tu vas t'occuper des autres. Là, tu vas aller, j'ai montré une technique, tu vas prendre celui-là, tu vas leur apprendre. L'enfant est obligé de descendre d'un cran pour pouvoir, lui, s'adapter à ce qu'on lui a demandé. Donc, il y a plein d'outils qui vont être mis en place au fur et à mesure pour qu'il apprenne à se gérer, mais il ne sera pas du jour au lendemain. Et j'en reparle maintenant avec Mathis, tu te rappelles quand tu étais petit, combien de fois je t'appelais au cours, tu sautais partout, etc. Il est à la fac maintenant, il a sauté une classe, il est posé, c'est un très bon judoka, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup. Mais c'est très important de prendre en compte ce qu'est l'enfant qui est en face. Parfois, on l'oublie et on veut le switch d'un coup. C'est pas possible. Il y a l'élément contrôle, là, du coup. Voilà. C'est être contrôlant. Et voilà. Et c'est difficile de se dire, il est speed, il va falloir que je lui laisse aussi cette marge de speed où je sais que ça va déborder, mais il faut que j'accepte qu'il est comme ça et qu'au fur et à mesure, ça va descendre. Et ça, c'est super dur à accepter, mais il faut se dire que parfois, ça va déborder, mais c'est normal, c'est son caractère. Mais moi, ce que je veux lui apporter, c'est justement apprendre à gérer ça au fur et à mesure avec des choses qu'on met en place au fur et à mesure. Alors on pourrait dire par exemple que la maîtrise de soi dans le cadre d'une interaction sociale, que ce soit avec un enfant ou avec un adulte, c'est d'abord déjà je pense être calme soi, ralentir. Oui, très important. Mais on en revient en fait à la connaissance de soi, mais de l'autre finalement, de le prendre en considération. Donc c'est l'observer, donc il faut ralentir pour ça, observer qui est cette personne, comment fonctionne cette personne, pour pouvoir mieux se maîtriser, parce que du coup on saura poser les bons actes. C'est finalement. ça, c'est elle qui va nous donner les outils en l'observant. Ah oui, là je peux aller plus sur ça, ça va la valoriser ou la faire travailler là-dessus. Du coup elle va passer à autre chose. Et c'est ces petites choses-là qu'on met en place au fur et à mesure. Et le judo, c'est vrai que c'est une belle école parce que avec les valeurs qu'on a au judo, le code moral qu'on répète de temps en temps, je peux en citer quelques-uns, le respect, la politesse, le contrôle de soi, l'amitié. Donc ça, c'est des choses à chaque cours dont on reparle. Et c'est quelque chose qui n'est pas juste dit comme ça. Quand on rentre dans la salle de judo, il y a tout ça qui est mis en place. Et on doit prendre en compte ses camarades, les plus petits, les plus grands, les plus forts, les moins forts. Je ne peux pas être le plus fort, et ça arrive, parfois je l'expliquais, je ne peux pas être le plus fort, inviter un plus petit et le faire tomber 20 fois. Ça je l'expliquais, parfois il y a zéro intérêt. Celui que tu as invité, tu l'as fait tomber 20 fois, il ne viendra plus faire avec toi, parce qu'il ne va pas prendre d'intérêt, il aura peur. Je veux qu'il vienne va pas prendre de plaisir. Voilà. Surtout. Je veux qu'il vienne t'inviter parce qu'il sait que tu es plus fort, mais qu'il va apprendre, qu'il va rigoler, qu'il va pouvoir te faire tomber aussi de temps en temps. Et donc, lui, il apprend beaucoup et toi, tu apprends beaucoup. Donc, quand on rentre dans la salle de judo, il y a toutes ces interactions-là qu'on doit apprendre. Et je pense que vraiment, ça permet vraiment de dire que c'est une belle école. C'est une belle école de la vie et puis du sport aussi. Moi, je trouve aussi, et je trouve ça très bien aussi, que les enfants commencent par ce genre de sport, comme le judo, avant de commencer le collectif. Bon, après, ça, c'est un avis perso, parce que je pense qu'avec les valeurs que transmet le judo, justement, ça permet de mieux appréhender le jeu collectif, comme tu dis, dans des valeurs essentielles, comme le respect, comme même le côté posé. Oui. Savoir se poser, se canaliser. Parce que quand on joue collectif, il y a le côté groupe, entraînement de groupe. Justement, les émotions peuvent être très, très exacerbées. Exactement. Et quand on a déjà appris à se canaliser, à observer, à mieux se gérer, on peut être un vrai élément positif dans une équipe. Et interagir avec plus de bienveillance,
C'est qui disait ça? P.N. Murray qui disait « La maîtrise de soi amène à l'optimisme, à la reconnaissance, à la sagesse, à la compréhension, à la ténacité, à la persévérance. » C'est un beau chemin à emprunter, en tout cas. Enfin, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, Christian. C'était un plaisir. Je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt. Au plaisir. Mathé. La maîtrise de soi est une discipline qui se renforce par la pratique. C'est être conscient de nos émotions, donc il est important de bien se connaître et d'être honnête avec soi-même. C'est ralentir et prendre le temps de respirer afin de se poser les bonnes questions pour trouver les bons outils, afin d'agir en conscience avec soi-même et avec les autres. Dans la vie courante, il vaut mieux savoir éteindre le feu plutôt que de l'attiser. La plupart des conflits de nos jours viennent du fait que chacun reste sur ses positions, avec en tête le « si je cède, ça veut dire j'ai perdu ». Mais dans bien des cas, il suffit que l'une des deux personnes fasse un geste pour qu'un dialogue s'instaure et s'éteigne le conflit. Ce n'est pas toujours possible, mais il n'y a rien de plus à perdre dans ce cas qu'à essayer de se positionner autrement. À l'autre d'y être réceptif. Bouddha disait que celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. À méditer. Rendez-vous semaine prochaine dans Notre Monde pour écouter les voix de demain, regards et paroles d'enfants sur le monde d'aujourd'hui et leur espoir pour demain. Alors restez connectés. Notre Monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider Notre Monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts, vous pouvez partager les épisodes et vous abonner sur les plateformes désirées. Notre Monde est entièrement produit gratuitement par mes soins. Alors un peu de soutien, ça fait du bien. Je vous remercie et à bientôt.